Aujourd'hui, nous allons parler d'audience et je n'ai pas invité n'importe qui pour l'audience, j'ai invité Monsieur Yuan Techfac. Bonjour monsieur. Bonjour Nico, c'est un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Mais merci à toi. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu t'inviter spécialement? Eh bien parce que je pense que je vais même te laisser nous dire un petit peu ce que tu as capitalisé en termes d'audience au travers de ton activité. Quelle est ton activité, qui est une activité autour du business de la connaissance, et, euh, et nous dire un petit peu plus et on va voir en quoi, eh bien, justement, toute la richesse des conseils que tu vas pouvoir nous apporter à ce sujet. Ok, avec plaisir. Donc, je m'appelle Johan Techfac et je suis le créateur de Français Authentique. Français Authentique, c'est une communauté que j'ai créée en 2011 qui est là pour aider les non-francophones qui ont un bon niveau de compréhension en français à mieux le parler, à mieux s'exprimer à l'oral. Donc, c'est Hmm. une niche en fait dans ce qui est l'apprentissage ou dans le domaine qui serait l'apprentissage du français. Je m'adresse à des gens qui comprennent bien le français, qui sont pas français et qui aimeraient mieux s'exprimer à l'oral et mieux le parler. Donc Hmm. mon site est à 100% en français, tout mon contenu est en français et mon but c'est de les aider à mieux parler. Donc il y a une partie pour réussir à atteindre ce résultat. Il y a une partie mise à disposition de contenu sur la francophonie, sur des conseils d'apprentissage des langues, et une partie de développement personnel, puisque souvent, ce qui nous bloque lorsqu'on veut parler une langue, c'est eh bien la peur, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, Hmm. j'allie un petit peu apprentissage des langues et développement personnel. D'accord, donc le développement personnel, tu l'as amené justement au regard du besoin de l'audience, si je comprends bien. Oui et non. Donc oui, c'est définitivement quelque chose qui aide l'apprentissage de la langue. Mais c'est quelque chose qui est venu un peu par hasard. C'est pour ça que je dis D'accord. oui et non. Parce que, donc d'une part, je me suis aperçu moi-même en apprenant des langues étrangères, j'ai appris l'anglais, l'allemand pour des raisons professionnelles. Je me suis aperçu en fait que ben, mes problèmes d'émotion me freinaient à l'apprentissage de la langue. Donc j'ai Mhm. utilisé tout ça pour Français Authentique. Et c'est aussi la deuxième raison, c'est que c'est ma passion, hein. Moi, j'adore le développement personnel. Et au bout d'un moment, quand tu produis beaucoup de contenu, tu vois, j'ai fait plus de 1000 contenus gratuits Wow. pour Français Authentique. Tu es obligé de parler de choses qui t'intéressent. Et donc, c'est comme ça que j'ai amené le développement personnel. Donc, c'est pour répondre à un besoin et parce que c'est ma passion. C'est bien parce que là, finalement, en fait, on voit que tu as lié vraiment les deux passions et en même temps aussi un sujet, un véritable besoin. C'est ce que j'aime bien quand même préciser tout cela parce qu'on a pas tendance parfois à avoir une mauvaise vision de l'entrepreneuriat, en se disant j'ai une passion, c'est génial, je vais vivre de cette passion-là, mais c'est pas suffisant. Il y a quand même la seconde composante qui est nécessaire à prendre en considération, qui est ce qu'il y a du monde C'est vrai, derrière. l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai. Complètement. Est-ce que tu pourrais, avant de revenir là-dessus, sur tout ce que tu nous as mis en amont, nous donner un petit peu si ça te dérange pas, des chiffres sur ton audience aujourd'hui, pour vraiment bien Non, situer? dérange pas. Donc mon contenu, je le livre sous forme de podcast. Donc, je fais 2 podcasts chaque semaine Mhm. et sous forme de vidéo, je fais une vidéo par semaine. Alors, ça a beaucoup fluctué. Il y a un moment, j'étais à 3 vidéos par semaine. Aujourd'hui, je suis à une vidéo par semaine. Mon chiffre phare, ce serait pas loin de 550 000 abonnés sur YouTube. Wow. J'ai une page Facebook sur laquelle je publie aussi mes vidéos qui est ça doit être 370 000. Donc voilà, c'est une audience relativement riche en termes. Alors pour ce qui est podcast, je vais être obligé de regarder Mm. parce que en fait, je check très peu ces Maîtrise ça. métriques-là. Mm. Je les Ouais. check. Avant, évidemment, je le faisais, mais je me suis aperçu que c'était des métriques qui ne voulaient pas tout dire. C'est pour ça que je voulais en arriver là, ouais, justement. Alors, tu- Donc, téléchargement de podcast, ce qui reste quand même une métrique importante, c'est de l'ordre de ouais, presque 270 000 par mois Waouh, téléchargé. super. C'est énorme. Alors.
Justement, on va mettre un focus peut-être sur l'un d'entre eux qui est YouTube. Donc YouTube, aujourd'hui, tu as plus de 500 000 abonnés, qui représente Mhm. quand même, je sais pas, peut-être un top 100 ou un top 500 des chaînes YouTube en France, parce que c'est juste énorme. Et sur la francophonie globale, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais ça doit pas être de beaucoup. Je sais Euh, pas. ouais, c'est juste énorme. Et donc là, ce que tu m'avais dit en off, c'est que finalement, le nombre d'abonnés, à un moment donné, c'était plus important. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Mhm. Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est comme tout le monde, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai commencé à faire des vidéos, il y avait très peu de monde qui regardait. Et forcément, quand le nombre d'abonnés augmente et dépasse un certain seuil, par exemple le seuil symbolique des 100 000, ça a été pour Mm. moi quelque chose d'important, on commence à avoir inconsciemment une course à l'abonné. Hein, se Mm. dire, voilà, il faut que je check mes abonnés, combien j'ai d'abonnés YouTube cette semaine, etc. Et ça, je me suis aperçu que ce qui nourrissait cette envie de vérifier, c'était l'ego. Parce Mm. que bon, on se dit inconsciemment, hein, sans, enfin, je pense pas être une personne prétentieuse de nature, Loin de mais là. Mm. inconsciemment, c'est tu vois, un phénomène inconscient qui te fait dire, bah voilà, c'est cool, tu vois, je suis à 200 000, etc. Mm. Euh, je suis à 200 000 abonnés, ça fait plaisir. Mais au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'il n'y a pas une corrélation directe entre les résultats financiers de l'entreprise et le nombre d'abonnés. Alors, Mm. quand je dis ça, je ne dis pas il faut uniquement regarder les résultats financiers, mais tu t'aperçois que c'est pas corrélé. Au début, ça l'est. Au début, plus tu as Mhm. d'abonnés, plus tu as de gens qui achètent tes produits, donc plus toi, tu es content d'aider des gens. Mais au bout d'un moment, ça se décorrèle. Et Mm. la raison, à mon avis, hein, pour laquelle ça se décorrèle, c'est que plus tu es visible, plus tu attires des gens qui finalement bah, vont s'abonner vite fait parce qu'ils t'ont vu, parce qu'on a suggéré ta vidéo à droite, puisque tu as Mm. beaucoup d'abonnés, tu verrais partout, qui vont te regarder une fois, qui vont mettre s'abonner et qui vont plus jamais regarder tes vidéos, qui vont jamais acheter un de tes produits. Donc Du touriste, le quoi, fait purement et d'avoir simplement. voilà, c'est ça, touriste, oui, on peut dire touriste, ou parfois, en fait, ce sont des gens qui sont bah, intéressés par la thématique, mais qui, bah, voilà, se sont juste abonnés parce qu'ils t'ont vu, et puis vont suivre quelqu'un d'autre. C'est pas seulement Mm. qu'ils ne sont pas intéressés par la thématique, mais ils préfèrent suivre quelqu'un d'autre. Mm. Mais en tout cas, ça, moi, je l'ai observé. Et c'est pour ça que je pense pas que les métriques liées au nombre d'abonnés, même au nombre de téléchargements de podcasts, ce soient des métriques qui soient 100% sains. Faut les garder en vue, les regarder de temps en temps pour savoir si le contenu gratuit qu'on met à disposition, il attire quelqu'un. Mais c'est pas ça qu'on va prendre comme indicateur de performance pour une entreprise. Parce que là, on Mm. parle d'entreprise. Mm. D'accord, d'accord. Et donc, comment, à quel moment tu t'es rendu compte de ça en fait? À quel moment tu as eu cette prise de conscience-là? Parce que j'imagine ça c'est pas forcément fait de suite. Et puis de même, tu as plein de sources de trafic. Donc, qu'est-ce qui à un moment donné t'a aidé à cela? Bah, c'est justement le fait d'avoir un tableau. Moi, j'avais un tableau hebdomadaire dans lequel je mesurais tout ce qui me semblait être important Mmh. pour mon impact. Donc, mon Mmh. impact en tant que personne qui propose du contenu et qui aide les gens, et impact en termes de chef d'entreprise qui vend des produits. Et je me suis aperçu que bien la vente de produits, de cours, augmentait, continuait d'augmenter, mais beaucoup moins lentement, beaucoup moins rapidement, pardon, que le nombre d'abonnés sur les différents réseaux. Tu vois, je vérifiais chaque Mmh. semaine combien j'ai eu de personnes sur Facebook, combien sur Instagram, combien sur YouTube. Je voyais ça comme une métrique importante. Et je Mmh. me suis assez vite aperçu que c'était décorrélé. Et je me suis un peu remis en question et je me suis demandé si c'était un problème ou pas. Et depuis, je continue donc à créer le contenu parce que c'est à mon sens le meilleur moyen d'avoir du trafic, d'être reconnu dans sa niche, Mmh. mais pas forcément accorder une grande attention à l'audience. Le Mmh. jour où je dépasserai le million d'abonnés sur YouTube, si je le fais un jour, forcément, je serai heureux de le faire parce que c'est symbolique, mais c'est pas mon but premier en fait. Mmh. D'accord, d'accord. Et
Comment tu as réussi, alors ça c'est la question que j'imagine beaucoup d'auditeurs se posent et à juste titre, comment est-ce que tu as réussi à avoir une audience aussi énorme sur ta chaîne YouTube et même de façon générale sur ton activité? Parce que je sais que c'est le cas pour ce qui est le trafic du blog, pour ce qui est le podcast. Comment tu Mhm. es arrivé? Alors, je ne saurais pas identifier le paramètre, le paramètre qui fait que ça a fonctionné. Donc, ça, je ne l'ai pas identifié, donc je n'ai pas de réponse magique à apporter. Mmh. Et il est probable que si demain je redémarre une activité de zéro, j'arrive pas forcément à réitérer ça. Mmh. Ce que je peux te dire, c'est que ce que j'ai fait, ce que j'ai toujours eu comme règle, et qui donc dans sa globalité en tant que système a fonctionné, c'est numéro un, j'ai toujours, depuis le premier jour où j'ai commencé, j'ai publié du contenu régulièrement. Euh, et même pendant des périodes, parce que quand j'ai commencé mon activité, j'étais salarié en même temps, j'étais chef de projet dans l'industrie automobile, j'avais très peu de temps à accorder à mon entreprise, mais du jour où j'ai démarré, j'ai mis en ligne mon premier contenu, il ne s'est jamais passé une seule semaine sans que je publie quoi que ce soit. Mmh. Donc ça, je pense que déjà, c'est un élément qui joue. Hein, puisque quand D'accord. tu peux imaginer, hein, si toi, tu suis quelqu'un qui te semble pas mal, qui semble répondre à ton problème, et puis pendant 3 semaines, tu n'entends plus rien, et puis tu vois qu'il y a un nouveau podcast pendant 4 semaines, c'est en tant qu'utilisateur, moi je le ressens comme ça, c'est un peu frustrant. Toi, tu as envie de quelqu'un, Mmh. si tu suis une série, bah, tu as envie que chaque semaine, il y ait un nouvel épisode. Donc, numéro un, publier très régulièrement. Mmh. Numéro 2, bah, répondre à un problème et Mmh. essayer de faire en sorte de se poser la question avant chaque contenu publié, que ce soit un article de blog, un podcast, une vidéo, se poser la question comment est-ce que ça va aider mon audience? Mmh. Pas se dire bah tiens, j'enseigne le français, je vais leur parler d'un truc parce que ça me fait plaisir. J'aime bien je sais pas, Notre-Dame de Paris, je vais faire une vidéo sur Notre-Dame de Paris. Je me dis, je vais faire une vidéo sur Notre-Dame de Paris parce que ça peut les intéresser, mais je vais rechercher ce qui pourrait les aider. Donc, je pense que la deuxième chose importante, c'est ça, c'est d'avoir en tête que la personne qui t'écoute, elle a un problème et chaque contenu doit répondre à ce problème. Mmh. Donc ça, c'est à mon avis les deux grands blocs qui font que pas mal de monde a trouvé de l'aide dans mes contenus et petit à petit a permis de grossir l'audience. D'accord, et donc tu as commencé, j'imagine, au début par le blogging et après tu es parti sur YouTube, c'est ça? Non, j'ai Non? tout fait d'un D'accord. coup. Ah, tu as tout fait d'un coup? Ouais, D'accord. ouais, j'ai tout fait d'un coup. J'ai commencé, j'ai fait des vidéos, En 2011 du podcasts coup? et blogging. Ouais. D'accord, même le Bon, après, podcast? Mmh. oui, même le podcast. Le podcast, j'ai démarré direct Waouh! en 2011 et la vidéo, j'ai démarré direct en 2011. Alors, j'étais moins régulier en vidéo qu'aujourd'hui. Là, par exemple, aujourd'hui, Ouais. c'est vraiment une vidéo par semaine. Au début, c'était un contenu par semaine et c'était plus souvent des podcasts. Mais je faisais souvent quand même des vidéos. Et une chose, si je peux rajouter un numéro 3 justement, que tu viens de indirectement me ramener à l'esprit, c'est ne pas seulement enseigner sur ta thématique, mais aussi montrer que tu es un humain et partager ta vie. Alors, Mmh. c'est plus facile dans certains business que dans d'autres. Moi, j'enseigne les langues, j'enseigne le français, et j'ai directement, dès mes premières vidéos, dès mes premiers contenus, j'ai commencé à parler de mon Mmh. quotidien, de ce qu'on fait en France, de mes voyages en France, etc. Mmh. Donc, essayer aussi de se montrer en tant qu'être humain, parce que faut pas sous-estimer ça. La personne qui t'écoute, ben, elle est intéressée par ta personne et pas seulement par ce que tu racontes, en fait. Et d'ailleurs, il suffit de regarder, je mettrai le lien en dessous vers ton compte Instagram. C'est intéressant parce que tu hésites pas à partager et à faire des moments aussi, d'ailleurs on le voit sur ta chaîne YouTube, des moments d'échange avec ta famille, avec tes enfants Mhm. et ça c'est génial. C'est vrai que ça crée une empathie encore plus forte et un lien qui est plus et puis on sent qu'il s'éclate quoi, quand C'est ça, en fait, c'est pas calculé au départ. Moi, ouais. donc mes enfants, ils sont apparus, tu vois, ma fille, elle va avoir 8 ans, mon fils va avoir 6 ans, ils sont apparus il y a 3 ans à peu près, pour la Mmh. première fois. Et au début, je cherchais juste un petit moyen de diversifier mon contenu Mmh. et d'aussi, tu vois, intéresser mes enfants à ce que je fais. Parce que c'est un peu difficile Mmh. pour eux. Quand j'ai à peu près commencé à les intégrer quand j'ai quitté mon job en tant que salarié, parce qu'ils me demandaient ce que je faisais, mais c'est un peu difficile à leur expliquer. Complètement. J'enseigne le français sur Internet.
Mais quand je leur dis, là, si tu leur demandes qu'est-ce qu'il fait papa, ils vont te dire, bah, il fait des vidéos. Et donc, je les intègre pour ça parce que c'est un projet familial qui est sympa entre nous Ouais, et qui apporte, alors pas de la valeur en tant que telle, parce que ceux qui m'écoutent ne vont pas apprendre le français aux quelques secondes pendant lesquelles parlent mes enfants, mais ça ajoute ce côté authenticité et côté, ouais. ben voilà, je regarde la chaîne YouTube d'un humain comme moi, quoi. Et ça, je pense que ça aide. Complètement. Et ça, c'est vrai que j'en parlais notamment sur ma dernière formation, votre univers. Et ce que je disais, c'est capital de développer son propre univers et son propre univers, sa propre identité. C'est lié à tout ce qui nous ressemble, tout ce qui est nous, même si Ouais. de prime abord, on se dit, mais ça ne va rien apporter au business, mais si, en fait, ça a apporté. Ça a apporté cette fameuse authenticité que tout le monde essaie de toucher du doigt, mais que finalement, en fait, tout le monde passe à côté parce que l'authenticité, c'est juste, en fait, dévoiler de ce que l'on est, purement et simplement. Mhm. Et après, ouais, effectivement, c'est en plus, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup la façon dont tu amènes ça, parce que, si tu veux, à côté de ça, j'ai suivi pendant un petit moment, je sais pas si tu connais Grant Cardone. Ouais. Oui, oui, je connais. Et j'ai suivi et je l'ai vu par contre, lui, mettre sa famille en avant. Mais la façon dont il le fait, moi, ça m'a vraiment gêné parce que, je sentais que c'était de l'instrumentalisation des enfants et de la famille, hein. Et c'est là où c'est intéressant de voir cette subtilité-là, de voir cette Oui, après, subtilité. bah, je pense qu'on est. Grant Cardone, il rencontre un grand succès et beaucoup de monde Ouais, le suit. Et beaucoup de monde, en fait, est intéressé par son message et beaucoup de monde admire ce qu'il est. ouais, Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu le vois comme ça parce que tu es comme ça en tant qu'individu, tu es quelqu'un ouais. de humble, qui n'est pas là pour, euh, comment dire, qui n'est pas du genre, par exemple, à faire passer un message en criant, en disant des gros mots juste pour le plaisir, mais qui est là, comme lui, hein, je prends un exemple Grant Ouais, Cardone, mais qui est là pour partager des idées de façon saine, calme. Et mmh, c'est pour ça que tu es plus attiré par la façon dont je le fais ouais, parce que ça te correspond à toi. Grande Cardone, moi, c'est pareil, je l'ai suivi pendant très peu de temps et j'ai arrêté parce que ça résonne pas du tout avec ma personnalité. mmh, Donc, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de bon ou de pas bon finalement. Je pense que ce qui est important, ce qu'on pourrait ajouter en point 4, si on veut justement grossir son audience, c'est de pas tricher. Parce que tu en as ouais, qui vont dire, bah, tiens, moi je vais faire comme Grant Cardone parce que ça marche pour lui. ouais, Ou alors, à une époque, je sais que tu suivais Casey Neistat, comme moi je le suivais, ouais, qui pour ceux qui connaissent pas, un YouTuber, enfin, le YouTuber américain qui a inventé le vlogging, les vidéos de lui-même, enfin les vidéos blogs pendant lesquelles il se filmait. Beaucoup de monde a dit, bah moi voilà, je vais faire la même chose, mais c'est ça. à la façon Casey Neistat. Je vais porter les mêmes lunettes, je vais parler comme lui. Et ça sonne faux en fait. Ouais. Si on veut faire du contenu qui intéresse les gens, bah, il faut le faire à sa façon, avec sa personnalité à soi en Ouais. fait. Ouais, et finalement, c'est un dépassement d'une énorme peur parce que je crois que, derrière tout cela se cache la peur du rejet, finalement. Parce que plus tu toi on n'ose pas être soi-même parce que plus on est soi-même, plus on s'expose au Mhm. risque, finalement, au risque d'être rejeté par les autres. Et si je suis moi, Mhm. qu'est-ce qui va se passer? Et si je suis moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alors que si on fait un rôle, finalement, c'est beaucoup plus facile. Et Mhm. Oui, oui, je l'avais jamais vu comme ça effectivement. ouais, et c'est vraiment un truc qui, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail sur soi et je vois, tu vois, en discuter avec toi là et les quelques personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur cette notion d'arriver à vraiment faire ressortir sa personnalité, sur son business, c'est un boulot, quoi. C'est un vrai boulot, quoi. Heu, Bah, c'est un vrai boulot oui et non, parce que en fait, si tu joues un rôle, si tu es mmh, un personnage dans tes contenus, tu es tout le temps obligé de te dire, bon, est-ce que je colle au ouais, personnage? Tu es tout le temps ouais, obligé de te dire, qu'est-ce que j'ai raconté la dernière fois? Alors que si tu es toi-même, moi, en fait, je l'ai fait parce que ça m'a paru très naturel dans mes ouais, premières vidéos de montrer mmh, tel que je suis parce que c'est facile. mmh, Tu mens pas, t'as pas à réfléchir, qu'est-ce mmh, que je leur ai dit? Tu as juste à être toi-même. Donc, je pense que c'est plus facile. Par contre, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais avant, le revers de la médaille, je me suis soigné, mais j'en ai beaucoup souffert, c'est que tu as plus de difficultés à accepter la critique. ouais, Moi, mmh, pendant longtemps, tu vois,
j'avais sur une vidéo 500 j'aime, 2 j'aime pas, ben, j'étais triste parce que j'avais 2 j'aime pas. Et j'allais me focaliser sur les commentaires négatifs, etc. Parce que là, pour le coup, j'avais pas mis d'armure et la critique, elle s'adressait directement à moi en tant que personne, en fait. Donc c'est vrai que ça, c'est le revers de la médaille. Ouais, ouais, complètement. Et alors, du coup, aujourd'hui, comment tu arrives à, je vais dire un mot qui va te faire sourire, à faire preuve de stoïcisme vis-à-vis du nombre d'abonnés grossissant, du nombre de commentaires beaucoup plus forts, qui soient positifs et surtout négatifs. Euh, Comment tu arrives à gérer un petit peu finalement cet effet qui est juste énorme? Parce que j'imagine que tu as eu des situations aussi, par exemple, de personnes qui te reconnaissent dans la rue, ce genre de choses-là. Euh, Comment tu arrives à gérer ça? D'ailleurs, on a vécu une petite anecdote ensemble sur ça il y a quelques années de ça. Ouais, exact. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive beaucoup au Maroc, notamment. Ça m'arrive beaucoup au Maroc, d'être Ah, c'est reconnu. rigolo. Ouais, parce qu'il y a une très grosse communauté. Et là, ça m'a fait bizarre pour vraiment répondre à ta question. Je vais quand même faire la distinction entre avoir une grosse portée en termes d'audience sur Internet et être reconnu physiquement. Ce sont deux choses différentes. Ouais. Pour la première partie, déjà, il y a un effet d'habitude. C'est un peu bête à dire, mais Ah, quand tu fais 6000 nouveaux abonnés par semaine pendant 10 semaines de suite, c'est presque normal en fait. d'accord. Donc tu t'habitues à tout. Donc du coup, les chiffres ne veulent plus dire ce qu'ils veulent vraiment dire. D'accord. Et on en revient, tu parlais du stoïcisme, mais c'est en fait, je m'imagine pas qu'il y a 6000 personnes qui ont appuyé sur le bouton clic. Ça devient que des chiffres. Mm, Et j'ai réussi à bâtir cette habitude de façon consciente en me détachant justement de la réaction des gens qui pouvaient mettre des commentaires négatifs. Je lis très peu les commentaires. J'essaye de les lire de temps en temps en diagonale pour avoir des idées, un retour. J'ai un assistant qui m'aide et à qui je dis de me synthétiser un peu ce qui se dit parce qu'il faut rester attaché à son audience. Mais je me suis quand même détaché par rapport au mm, début où je répondais à chaque commentaire, euh, chaque chose qu'on m'écrivait me touchait directement. mm, Maintenant, que ce soit du positif ou du négatif, ça me touche plus beaucoup. mm. Alors c'est sûr ça peut paraître comme ça, dit de but en blanc, comme ça peut paraître un peu triste de dire que si quelqu'un te dit bah, tu m'as aidé, ça te touche plus, mais je pense vraiment qu'on s'habitue à tout. Donc Mm. ça c'est pour la partie en ligne, derrière un écran, quand tu es en train de regarder des commentaires ou lire des emails. Pour la partie en physique, c'est autre chose. Alors, je suis loin d'être une célébrité je, tu vois, un Casey Neistat dont on parlait tout à l'heure, qui se balade à New York et qui a 50 personnes autour de lui. Je pense que lui s'y habitue aussi. Moi, Mm. à ma petite échelle, euh, qui était reconnue quelques fois comme ça dans la rue, ça m'est arrivé à Paris, à Metz. Au Maroc, c'était un peu plus déstabilisant parce que la première fois que j'y suis allé, j'étais reconnu à l'aéroport, le soir même au resto, arrêté dans la rue. Donc, on n'en est pas à la vraie célébrité, mais tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est Mm. un peu plus déstabilisant. Mais je pense, à mon avis, que c'est déstabilisant parce que je suis pas habitué, parce que c'est nouveau. Si Mm. c'était quelque chose qui m'arrivait souvent, à mon avis, je m'y ferais, en fait, comme tout le monde. Ouais, c'est L'être intéressant. humain, c'est vraiment à tout ce qui lui arrive. C'est super intéressant ce que tu viens de dire là. C'est une vraie, euh, ouais, c'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite. Merci à toi. Euh, J'aimerais revenir, donc on va partir d'un point jusqu'à un autre, parce que c'est bien aussi de rebondir un peu dans tous les sens. Sinon, Mhm. sinon, les interviews sont pas marrantes. Exactement. J'aimerais revenir au format. Donc, tu as fait du blogging, tu as fait de la vidéo, tu as fait du podcast. Après, tu fais des stories sur Insta. On se suivait mutuellement sur Snapchat Mhm. pendant un bon moment, chose Ouais. qu'on a arrêté tous les deux. Pourquoi je parle de Snapchat tout particulièrement? Parce qu'à un moment donné, toi comme moi, on a arrêté, sachant que bon, ben voilà, le retour sur investissement n'était pas intéressant. Donc, j'imagine que tu as pu quantifier ou que tu as eu ces réflexions-là à plusieurs reprises sur le podcast, la vidéo, le blog. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Euh, Mhm. donc, à quel moment se sont manifestées ces choses-là? Surtout au niveau du podcast, moi je trouve que c'est hyper,
Ben, c'est vraiment courageux d'avoir commencé le podcast à un moment donné où finalement il n'y avait pas l'usage qui était vraiment ancré. Et qu'est-ce qui t'a permis de savoir? Qu'est-ce que tu en sors de tout ça, en fait? J'espère que je Qu'est-ce vais qui pas te marche? décevoir, Nico. Ouais. Mais c'est encore une fois, c'est un peu le hasard. Moi, je me suis basé, j'ai beaucoup fonctionné à l'instinct au début quand j'ai Mmh. démarré mon activité parce que j'avais très peu de temps. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, je bossais à côté. Donc, j'ai suivi mon instinct et j'ai mis à disposition ce que j'aimais Mmh. moi-même consommer. Et il s'avère que moi, j'ai toujours été un grand consommateur de podcasts. Et Mmh. donc, je trouvais que c'était un format intéressant pour respecter tous les points dont je parlais tout à l'heure, hein, être soi-même, parler un peu de sa vie, tout en essayant de faire passer des messages qui aident l'audience, tout en le faisant régulièrement. C'est un format, le podcast, que j'ai trouvé facile à mettre en place. C'est plus facile que la vidéo. Tu n'as pas d'éclairage, pas de caméra à régler, pas de... Enfin, c'est très facile à faire. Euh, donc du coup, c'est facile de le faire chaque semaine. Et c'est quelque chose qui se consomme plus facilement, à mon avis, par une audience. Les gens peuvent plus facilement écouter via une application mobile le podcast que de regarder une vidéo sur YouTube. Donc, le podcast, ça s'est imposé à moi dès le début parce que j'en étais fan en tant qu'utilisateur. Mmh. Et j'ai ajouté la vidéo parce que j'ai senti un gros engouement sur YouTube et que je voyais très bien que les gens étaient de plus en plus intéressés par YouTube. Mais encore une fois, sans vraiment avoir une grosse volonté de dire bah, c'est YouTube qui va me faire gagner ma vie. Moi, j'ai toujours vu en fait la communauté comme étant un, quelque chose qui a lieu partout. Et je pense qu'il y a des gens qui aiment les podcasts, il faut les servir. Il y a des gens qui aiment Mmh. les vidéos, il faut les servir. Et tu ne sauras jamais, ou en tout cas j'ai essayé pendant des années et j'ai jamais réussi, tu n'arriveras jamais à savoir exactement si la personne qui a cliqué sur le bouton achat d'un de tes produits, elle l'a fait parce qu'elle a été passionnée par ton podcast, par ta vidéo, par une de tes stories, ou par, je sais pas, ce que tu as publié sur Snapchat. Donc c'est tellement difficile de savoir exactement ce qui convertit, qu'il est à mon avis important de faire des choses qui sont à l'aise pour toi, enfin dans lesquelles tu es à l'aise et qui sont suffisamment larges pour toucher tout le monde. Mmh. Donc c'est plus comme ça que moi je le vois. Après Snapchat, personnellement, j'ai arrêté parce que je voyais bien qu'en termes de clics, en termes de vraiment de portée directe sur mes réseaux, c'était pas intéressant. Je Mmh. suis encore pas 100% fan de ce qui est Stories Instagram. Je suis pas fan moi des contenus qui s'effacent, mais je le fais plus pour le fun, pour le Mmh. coup. J'aime D'accord, ça en fait. d'accord, d'accord. Intéressant. Très, très. Donc là, du coup, aujourd'hui, tu diffuses sur quel format? Tu continues à faire du blogging, j'imagine, du coup, Alors, oui ou et non, pas? parce que le blogging, je dis oui parce que je poste articles de blog par semaine, sauf que c'est pas, on n'est plus au temps du blogging ou à l'époque du blogging, quand tu disais je poste sur mon blog, t'écrivais un article. Aujourd'hui, mes articles de blog, c'est ni plus ni moins qu'un lien vers le podcast avec la transcription en dessous ou un D'accord. lien vers mes vidéos avec la transcription en dessous. Donc, du blogging, j'en fais encore parce que j'ai un blog et parce que je publie régulièrement sur le blog, mais on n'est pas, tu vois, au blogging Mmh. écrit. Donc, je le fais pour Juste un des soucis moyen de de relais, quoi, référence. en fait. Mmh. Voilà, de relais, de référencement, et Et parce rien que que de je faire, suis. ouais, pardon, Oui. excuse-moi. Rien que de faire du contenu comme ça, très rapide, avec quelques mots et juste un lien qui redirige, ça a du sens en termes de référencement quand même? Je pense, ouais. Après, je suis D'accord. pas du tout un spécialiste SEO, mais mes articles sont bien référencés. J'ai un gros trafic naturel. Après, Mmh. il y a pas que quelques mots, hein. Il y a toute la transcription. Donc, tout Ah, ce que je OK, dis dans d'accord. la vidéo Mmh. est retranscrite en français. Ah oui, Ça a pas beaucoup de pareil. sens aussi pour moi qui enseigne les langues, tu vois. Ouais. La personne qui regarde la vidéo ou qui écoute le podcast, elle peut avoir à disposition tout ce que j'ai dit et donc sous forme de PDF, hein, pour faciliter la vie de l'audience, on le met sous forme de PDF téléchargeable sur le site. Et par souci de référencement, tout ce que je dis, eh ben, ça apparaît dans l'article de blog. Donc ça reste des articles de blog qui, tu vois, c'est pas 3 lignes, quoi. Mmh. Il y a du contenu. Mmh. D'accord, d'accord, je comprends mieux, ouais. D'accord, OK. Mmh. Mais le blog, pour moi, ça a du sens parce que
j'ai pas envie d'être dépendant d'une plateforme. Donc, si demain, je veux dire, il y a des chaînes YouTube qui ont été fermées, des pages Facebook qui ont été fermées, parfois pour des raisons qui n'étaient pas tout à fait claires, en tout cas pour la personne qui s'est fait fermer sa page. Facebook peut décider du jour au lendemain, ils l'ont fait à plusieurs reprises, de changer les règles. Et Oui. il se peut très bien que dans 5 ans, ils disent, bah voilà, maintenant c'est payant, donc ceux qui payent pas ne voient plus tes contenus. Enfin, on ne sait pas ce que nous réservent les plateformes. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que tous les gens qui regardent mes contenus soient incités à aller sur mon site pour finir sur mon adresse mail. Ça Mm. reste pour moi, j'ai rien inventé. Je pense que c'est répété par tous ceux qui font du marketing sur le web, mais pour moi, c'est l'adresse mail. L'adresse mail. Et par contre, on parlait de non-corrélation entre les abonnés YouTube et les revenus. J'ai tendance à voir une corrélation entre ma liste mail et mes Et, revenus. d'accord, d'accord. Donc c'est bien aussi que tu reprécises ça, c'est que aujourd'hui où on fait ce podcast en 2019, le mailing est quand même une des sources principales de vente et de, du développement d'un business sur le web. Pour moi, c'est incontestable. Mm, mm. Ouais, Je peux poster pareil. Je fais souvent. Je sais que pour toi, ça l'est aussi. ouais, ouais, je Euh, partage complètement. mais tu vois, parfois, je vais mettre un post Facebook qui renvoie vers un lien pour faire une vente. Je vais faire un post Instagram avec un lien. Je vais faire un mail. Le mail, il va convertir 10 fois plus que les réseaux sociaux. Et ça, c'est Ouais. quelque part, c'est normal et c'est logique, parce que les réseaux sociaux, c'est des réseaux qui sont censés être sociaux. Moi, Mm, je suis plus du tout. J'utilise les réseaux sociaux pour faire connaître mon entreprise, mais en tant qu'utilisateur, je déteste ça. Tu regardes, tu vas sur ton flux Facebook, tu as quasiment que des pubs qui vont t'inciter à faire ci, à faire ça. Tu regardes des stories, il y a très peu de monde qui publie des stories sans en faire d'appel à l'action. Moi-même, mes stories ont quasiment toutes un appel à l'action et souvent, tu te dis que en tant qu'utilisateur, c'est un peu fatigant. Si tu mm. suis 5 personnes, que tu regardes, qui font 5 stories par jour, bah, tu as 25 appels à l'action. Ça devient vraiment fatigant et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir l'attention. Les réseaux sociaux sont plus des réseaux sociaux, en fait. Mm. Mm. Ouais, 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 c'est très pertinent ce que tu dis là. Et effectivement, cette lassitude des réseaux sociaux, bah, je l'ai moi aussi, hein. Je l'ai moi aussi clairement. Et Facebook, ça fait de plus en plus longtemps que je déserte, et comme toi. D'ailleurs, tu sais, moi, je vais te dire, hein, de toi à moi et, et à tous ceux qui nous écoutent, hein, je pense que sincèrement, Facebook, aujourd'hui, je le garde que parce que j'ai mon activité dessus, hein. Oh, Euh, pareil. Pareil. Si je pouvais, je le dégagerais complètement, hein, clairement. Mais c'est bien, et c'est bien ce qui tente à prouver que Facebook n'a pas forcément un grand avenir et ça va aller en se dégradant parce que justement, toi, tu le gardes en tant que promoteur de contenu et pas en tant qu'utilisateur. Moi, Ça. pareil. Et c'est pour cette raison qu'on voit de plus en plus de pubs partout et de moins en moins de photos de famille ou de vraiment des choses qui étaient à la base l'utilisation de Facebook, en fait. Et puis, si tu veux, moi, j'ai un mode de fonctionnement qui est que quand je veux avoir des relations, je préfère avoir des relations privilégiées avec les personnes plutôt que d'échanger des commentaires sur les vidéos et tout ça. Donc, j'ai plus des relations intimistes, mais avec peu de personnes, plutôt que Mm. de savoir ce qu'a fait ma cousine, ce qu'a fait mon pote de lycée ou machin. Je m'en fous de plus en plus. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques temps en Ouais, arrière, mais c'est ça aussi. Et c'est vrai qu'on a des modes de fonctionnement aussi, toi et moi, qui sont aussi un peu dans cette dynamique-là aussi. On a notre espace et notre temps, ce sont des ressources quand même que l'on privilégie beaucoup, quoi. Et je sais ouais, pas si ouais, toi ouais. tu as cette sensation-là, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à me prendre cette ressource-là, plus à me donner du kiff. Oui, oui, moi c'est pareil. Après, on apprend aussi avec le temps que l'attention est énormément limitée, hein. Au départ, on pense qu'à l'énergie, mais l'attention, c'est Ouais. très compliqué, surtout pour des entrepreneurs comme nous qui sommes à 100% libres de notre temps. Mmh. Beaucoup de monde envie ça, hein, dire waouh, tu fais ce que tu veux de tes journées. C'est vrai que c'est bien, c'est une grande liberté, mais c'est aussi une grande responsabilité parce que
c'est bien de faire ce que tu veux, mais encore faut-il utiliser ton temps à bon escient et de faire des choses Ouais, utiles, parce que on a tous eu des journées pendant lesquelles on s'est félicité d'avoir passé 8 heures à travailler, mais au final, est-ce qu'on a vraiment bien travaillé? Est-ce qu'on a créé des choses? C'est pas toujours le cas. Donc, ouais, l'attention, le focus, c'est des ressources qu'on apprend à essayer de maîtriser avec le temps. Et c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, bah, ça a tendance à nous écarter de ça, en fait. complètement, complètement. Et ouais, ouais, c'est un sacré sujet. C'est un sacré sujet. D'ailleurs, on avait fait Oui, une vidéo ensemble sur les réseaux sociaux. Ça c'est me vrai. revient en tête, Oui. j'avais Sur oublié. notre utilisation, c'est vrai, oui. Ouais, Oui. je mettrai le lien dessous parce que elle était chouette et elle est toujours d'actualité au vu des sujets dont on avait parlé. C'était Mhm. ouais, c'était un très bel échange. Hem, revenons donc sur ton business, sur ton activité. Hem, est-ce que qu'est-ce qui a changé pour toi, on va dire, entre ce que tu as créé au début, ce que tu as développé en termes de création de contenu et aujourd'hui en 2019? En d'autres termes, il y a 2 facteurs essentiels que je vois sur l'évolution de quelqu'un, c'est un son expertise et 2 les tendances. Est-ce que, au regard de ces 2 facteurs-là, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, l'expertise, effectivement, j'ai forcément beaucoup plus d'expertise dans le domaine de l'enseignement des langues que je n'en avais en 2011. En Mmh. 2011, j'ai monté Français Authentique pour aider quelques amis et pour partager mon expérience d'apprentissage des langues. Mmh. J'ai eu depuis cette période énormément de questions posées par les membres, énormément de témoignages posés par les membres qui me permettent de maintenant savoir exactement quel est le problème de ceux qui me disent bah, écoute, Johan, j'ai appris le français pendant 5 ans, je Mmh. comprends tout ce que tu dis, je comprends parfaitement. Par contre, dès que je suis devant quelqu'un et que je dois lui parler en français, je bloque. Et maintenant, je sais quoi répondre à cette personne parce que, ça c'est l'expertise, on m'a tellement posé la question et on m'a tellement dit, bah, tiens, Johan, dans tes contenus, c'est telle partie qui m'a aidé que maintenant, je sais quoi faire pour aider mon audience. Donc ça, c'est la grande chose qui a changé entre le début et maintenant. C'est Mmh. que, au début, je connaissais les problèmes des gens, puisque moi-même, j'avais eu ces problèmes. J'avais une partie de la solution, puisque moi, j'avais résolu avec ma personnalité ce problème d'apprentissage des langues. Et donc, je partageais une solution et j'ai pu, avec toutes les expériences qui ont été partagées avec moi, j'ai pu un petit peu donner de la substance en fait à mon message et donner des conseils qui s'appliquaient à plus de monde. Donc, je pense que ça, c'est typique, c'est caractéristique en fait de toutes les entreprises, hein. Le retour de l'audience est super important et ça, c'est l'avantage d'avoir une grosse audience. Aujourd'hui, si je suis pas sûr d'un sujet qui pourrait intéresser l'audience, il suffit que je pose la question et très vite, je vais avoir beaucoup de retours. Mmh. Donc, c'est ce qui a énormément évolué. La grande constante, puisque quand tu poses, c'est des questions que je me pose pas souvent, donc je suis obligé de prendre le temps. Ouais, La grande c'est constante intéressant. que je Vas-y. vois, c'est que j'ai toujours gardé ce côté personnel, humain, authentique, hein, partager mes week-ends parfois. Je me dis, j'ai une grande liste de contenus. On alimente une liste d'idées proposées par les membres, de problèmes, d'expressions françaises, etc. Tu sais, c'est indéfini. Donc jamais je me pose en me disant, je sais pas de quoi parler. Mais parfois, je me force à sortir de la liste pour me dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas raconté un de mes week-ends. Mmh. Ça, c'est une constante que j'ai voulu garder. Pas parce que, comme on en parlait tout à l'heure, hein, pas parce que je pense que les gens sont intéressés de savoir ce que j'ai fait le week-end, mais parce que je sais que A, ça va les intéresser en tant qu'être humain d'avoir cette connexion, et B, ça va me permettre d'enseigner eh bien du vocabulaire de tous les jours et du vocabulaire qui pourra leur être utile. Mmh. Donc, ce qui a changé, c'est l'expertise qui a gonflé parce que maintenant, je connais beaucoup mieux mon audience. Ce qui est resté très constant, c'est ce côté authentique et parler de sa vie. Mmh. D'accord, d'accord. Et sur les formats? Alors, sur les formats, je fais de la vidéo plus systématiquement qu'avant. Mmh mh. Parce que je reste convaincu du fait que la vidéo,
ça intéresse énormément de gens et on voit que YouTube, c'est devenu un formidable moteur de recherche. Donc, j'essaye D'accord. de faire plus de vidéos que je n'en faisais au début. Le podcast, c'est resté. Comme je te disais, je fais 2 podcasts chaque semaine et une vidéo chaque semaine. Mm. Donc, voilà, on va dire que ça a évolué dans la répartition des types de formats, mais les formats restent les mêmes. J'essaye, pour ce qui est de la vidéo, de me forcer à pas dépasser les 10 minutes, ce qui est rare parce que je parle beaucoup, comme tu peux le voir. Mais c'est rare quand tu veux expliquer quelque chose, notamment des sujets de développement personnel. Si tu veux le faire sans parler trop vite, puisque ceux qui m'écoutent sont pas francophones, c'est dur de pas dépasser 10 minutes, mais je vois bien que les gens ils lâchent vite. On en revient au problème d'attention qu'il y avait avant. Donc j'essaye de limiter un peu les durées des vidéos. Sur les podcasts, c'est un peu plus libre. Je sais que les gens qui écoutent un podcast ont un peu plus de temps, donc là je me laisse un peu plus aller, on va dire. Mm. Ouais. Mm. Et le podcast, tu le diffuses sur quelle plateforme, du coup? Alors moi, j'utilise depuis le tout début, je le publie j'allais dire LinkedIn, sur Libsyn, Mhm. Libsyn. Et lui, ensuite, il est renvoyé sur SoundCloud et sur la majorité des applications de podcast, en fait. D'accord. Donc, c'est lui qui rebalance le flux après derrière. Mm. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc c'est ce que j'avais trouvé à l'époque, qui marche bien, qui est stable, robuste et qui me permet voilà, de publier mon contenu et de faire en sorte qu'il soit visible partout. D'accord. D'accord, ok. Ok. Super. Donc, je suis même, c'est d'ailleurs un petit conseil parce que je pense que ça va exploser dans les prochaines années. J'ai aussi fait en sorte de le synchroniser sur Spotify Mm. parce que Spotify, il y a une section podcast et de plus en plus de monde utilise Spotify pour écouter des podcasts. Donc, Mm. tu vois, souvent, ça dépend un peu des services de podcast qu'on utilise. Moi, Libsyn me permettait de le faire directement, mais en 2 clics. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, être présent partout. En 2 clics, je fais en sorte qu'un contenu que j'ai fait, hein, il y a eu un effort donné, cet effort, sans faire autre chose de plus, me permet de toucher des gens qui m'auraient certainement jamais trouvé ailleurs. Ouais, Donc ça, complètement. c'est une chose que je recommanderais à tout le monde, qui est à mon avis très importante, c'est essayer de faire en sorte d'être présent partout, en fait. C'est pour ça que la question de savoir quel format, moi jamais je recommanderais à quelqu'un de ne faire que du podcast ou que de la vidéo. Je dirais fais les deux. D'accord. Essaye justement de faire en sorte de servir chaque partie de l'audience, parce que les Et gens est-ce sont partout. Ouais. Ouais, et justement, est-ce que on peut se soumettre à cette solution de facilité qui est je fais une vidéo, j'extrais le flux audio pour en faire un podcast? Est-ce que ça fait sens pour toi ou pas? Alors, je dirais ça fait sens de le faire, puisqu'une fois que c'est fait, ça ne te coûte plus rien. Donc moi, je le fais, effectivement. Quand je te dis je fais 2 podcasts et une vidéo, ma vidéo, je la mets quand même extraite en MP3 sur mon flux de Hmm, podcast. Donc d'accord. oui, ça fait sens une fois que tu l'as fait, mais je dirais pas seulement. Tu vois, depuis le début, je te dis pas je fais 3 podcasts par semaine. Je te dis je fais 2 vidéos plus 2 podcasts plus une vidéo. Alors que la vidéo, elle est mise sur mon flux de podcast. Mais je la Hmm, vois pour moi comme une vidéo. Je pense que les contenus sont quand même différents. Il faut adapter d'accord. les contenus. Hmm, hmm, Parce que tu sais, dans une vidéo, moi, en tout cas, quand je suis face à ma caméra, il m'arrive de montrer des trucs et de dire, bah, tu vois ça, la personne qui va écouter l'audio, elle va comprendre, mais elle sent bien que c'est pas un podcast. Donc, j'aime bien avoir un podcast dans lequel je fais que du podcast et la vidéo, tant qu'à faire, tant qu'on y est, mettons-la en MP3, mais dire je fais que de la vidéo et je la mets sur mon podcast, personnellement, je trouve que c'est pas suffisant. ouais, je partage totalement ton avis là-dessus. Perso, si ça peut vous aider à vous qui nous écoutez, moi j'ai fait le choix un peu plus radical de faire que du contenu exclusif podcast et vraiment différencié de la vidéo. Donc, mais après, c'est des choix. C'est vraiment des choix. Je vois que certains podcasts, on peut retrouver c'est des enregistrements de vidéos. Il y a un Américain, par exemple, que je suis, ses podcasts, c'est des enregistrements de vidéos ou des extraits de ses séminaires privés. Donc là, moi, ça me convient. Ça me convient parce que je me retrouve au travers du contenu et je me sens pas désarçonné. Il y a
une autre personne que j'avais suivi, j'ai arrêté de le suivre à ce moment-là, c'était assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il faisait un podcast et sur le podcast, il disait à un moment donné, puis bon, ben là, vous voyez sur le graphique, il y a ça, 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 ça et ça. Oui, Non, donc là, ça marche pas. non, je vois pas sur le graphique, donc j'arrête de te suivre. Il y en a qui font l'inverse, qui publient aussi, je pense que tu le faisais à une époque, et moi j'ai fait le test, ça marchait pas très bien, c'est de mettre l'audio du podcast sur YouTube aussi. Ouais, 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 tout à fait. Alors, effectivement, ça marchait pas très bien et j'ai fait un choix différent aujourd'hui. C'est que je recommande d'ailleurs. C'est en fait, j'ai créé une chaîne spécifique sur le podcast où il y a marqué business de la connaissance-podcast. Ce qui fait d'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui écoutent sur la chaîne. Et en fait, c'est juste que je me suis dit, ben, comme toi, en fait, sur ton utilisation de départ, c'est qu'il y a certaines chaînes YouTube, tu vois, ou certaines vidéos que j'écoutais à l'époque en format podcast. Bon, aujourd'hui, j'écoute Hmm. quasiment que du podcast. J'ai viré YouTube de mon téléphone et les choix radicaux. Et, mais à l'époque de YouTube, vraiment, il y avait des vidéos, c'était des podcasts pour moi. Et donc, je me suis dit, il y a des utilisateurs de YouTube, sur leur téléphone ou autre, qui ont la même pratique que moi. Si j'ai cette pratique-là, d'autres l'ont. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de laisser ce support YouTube. Et en plus, ça fait du référencement, donc même si c'est un peu moins terrible, c'est toujours ça. Par contre, ça me dérangeait énormément de polluer ma chaîne principale avec les podcasts. Donc les peu que j'avais fait, je les ai dégagés et j'ai créé quelque Hmm. chose de spécifique là, sur ça. Voilà, c'est C'est pour mon ça que… expérience aussi. Moi, j'ai fait les deux tests et Ouais. donc les deux tests, c'est-à-dire avoir donc des vidéos que je mets en podcast. Donc ça, je le fais systématiquement et je vois bien que les épisodes qui viennent de vidéos sont moins écoutés que les épisodes de Hmm. podcast natifs. D'accord. Et l'inverse est encore plus vrai. Quand je mettais des podcasts et que je les mettais sur ma chaîne YouTube et que je polluais, comme tu viens de dire, ma chaîne YouTube, j'avais peut-être un tiers des vues que j'ai C'est ça. normalement. Donc parfois, en voulant trop réutiliser du contenu qu'on a fait, ce qui est humain, hein, on passe tellement de Hmm. temps à faire du contenu que c'est bien de le réutiliser, eh bien on peut quelque part dénaturer un peu notre message et ça peut même, dans le cas de YouTube, je pense que c'est le cas, ça peut même devenir pénalisant pour la chaîne en fait. Oui, complètement, complètement. Avec l'algo, c'est clair que là, YouTube n'aime pas trop. Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis là. Et effectivement, c'est tout l'art de pouvoir réexploiter son contenu sans forcément, justement, après, derrière, faire, faire des choses qui soient contre-productives, purement et simplement. Oui, oui, tout à fait. Après, moi, je trouve personnellement, tu as certainement des très bonnes raisons pour ça, mais je trouve dommage que tu aies arrêté la vidéo. Et moi, je continue de le faire parce que j'aime La ça. Et j'avais reprendre, ouais. l'impression, ouais, toi, t'aimais faire des vidéos. Pourquoi t'as arrêté? Alors, je Euh, sais que normalement, c'est toi qui poses des questions, mais… c'est une bonne question. Alors, en fait, j'ai arrêté la vidéo essentiellement beaucoup en 2017. Même 2018, j'ai pas énormément produit. Si, si, à un moment donné, j'ai produit. J'ai arrêté en 2017 et en fait, j'ai eu un constat qui était une analyse qui n'était pas forcément très judicieuse à l'époque. C'est que, en fait, il y avait du bon et du très bon sur mon analyse, du bon et du très bon et du très mauvais sur mon analyse. Point 1, ce que je me suis rendu compte, c'est que je passais trop de temps à créer de la vidéo. J'investissais 2 jours par semaine à faire de la vidéo. Euh, C'est trop. c'est trop, et le Ouais. retour sur investissement, il était ridicule. Donc, partant de ce constat-là, j'ai essayé ben, de tester, de faire un break et de me focaliser que sur la partie, ben, entre guillemets, aller chercher l'argent, aller chercher, donc on va dire, plus de la conversion. De là, donc, et c'est à l'époque où j'ai sorti ma formation Enneagramme, eh bien, je me suis rendu compte que financièrement parlant, eh bien, c'était juste le jour et la nuit. Donc, Hmm. du coup, eh bien, ça a doublement conforté le truc. Je me dis, ben, en fait, je me suis tué à la tâche. J'ai fait beaucoup de vidéos pour pas grand-chose. Donc, j'ai Hmm. continué comme ça pendant quasiment un an. Et l'année d'après, ça me manquait. Donc, j'ai fait, c'était l'année dernière, c'était à la même période que là, j'ai fait un défi de 101 vidéos sur YouTube pour voir. Une vidéo par jour. Hmm. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me Et souviens. je te rappelle de ce Hmm. défi-là. Et à la fin, je me suis dit, on va voir. Et en fait, je voyais que faire une vidéo par jour, eh bien, les, euh, ça marchait plus comme ça marchait 2, 3 ans en arrière. En gros, j'avais C'est fait clair.
j'avais fait le défi au mauvais moment, quoi. Et donc pareil, en fait, si tu veux, j'ai eu de nouveau cette espèce de truc désagréable qui est que finalement, en fait, je fais beaucoup de travail pour pas grand-chose. Sachant qu'en plus, c'était pas, si on relativise, c'était pas tant que ça. Et, Mmh. et donc après, j'ai refait un break. Et là, tu vois, au retour, avec du recul de tout ça, de toutes ces expériences-là, et c'est ce que je recommande d'ailleurs aujourd'hui, c'est que finalement, en fait, je me rends compte que j'étais pas à côté du truc, parce qu'à chaque fois, j'avais mis en évidence quelque chose qui n'allait pas. Et de l'autre côté, j'avais contrebalancé avec quelque chose qui était très positif. Sauf que il y a vraiment 2 points, c'est l'acquisition d'audience et la conversion. Acquisition et conversion. Et cette acquisition, je vais la continuer. Je continue de faire des vidéos YouTube, sauf que je ne mets plus l'énergie, je ne mets plus le temps, je ne mets plus, le, la force, on va dire, de travail que j'avais à l'époque. En fait, Mmh. heu, c'est assez décousu ce que je suis en train de te raconter là, mais ce que je Non, c'est à peu près clair. C'est à peu près clair. ouais, ah bon, tu as vu. Mais ce que j'ai pris conscience, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pris conscience, assez récemment. Donc c'est bien, c'est mon moment confidence pour le podcast. C'est que j'ai pris conscience que, c'est facile pour moi de créer beaucoup de choses. C'est facile pour moi de créer beaucoup de contenu. Donc, quand je suis dans une situation qui n'est pas forcément confortable, professionnellement parlant, comme tout le monde, ou quand je suis dans une situation où je veux passer un cap, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller vers la solution la plus facile pour moi, Mmh. créer du contenu. Sauf que l'expérience m'a montré que cette solution-là, créer en masse du contenu, n'est pas la solution la plus efficiente. Donc, cette capacité à créer beaucoup de contenu, aujourd'hui, au lieu de l'utiliser dans une dynamique de créer beaucoup, 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 je me focalise plus dans une dynamique de création qualitative. Donc c'est un peu plus, le switch que j'ai fait aujourd'hui et une plus grande optimisation du contenu que j'ai créé. Donc c'est un peu Mais plus ça. en fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que l'erreur a été, et ça, c'est important pour ceux qui écoutent et Ouais. qui sont intéressés par justement acquisition d'audience, mise à disposition de contenu, enfin, tous ces sujets-là, c'est que en fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Mmh. Donc, la raison pour laquelle moi j'ai réussi à faire tant de contenu et tant de vidéos, c'est que je me suis jamais dit je vais en faire une par jour. Je me suis dit, je vais en faire, tu vois, une par semaine minimum. Après, je suis monté à 3. Bon, c'était une autre phase et je me suis aperçu que j'avais pas de meilleurs résultats avec 3 vidéos par semaine Mmh. qu'avec une, que ce soit avec les métriques financières ou les métriques abonnements, qui n'étaient pas, j'avais pas plus d'abonnés YouTube au moment où je faisais 3 vidéos. Mmh. Donc, il faut garder à l'esprit qu'effectivement, c'est un marathon, donc il vaut mieux en faire un peu moins, mais plus souvent et plus longtemps. Et on peut le faire, à mon avis, de façon optimiser. Mmh. Moi, pour ce que je fais maintenant, j'essaie de séquencer. Je fais 4 vidéos. J'enregistre 4 vidéos en une matinée, un peu moins d'une matinée. Et donc, bon, maintenant, je délègue une partie, puisque je fais pas du vrai montage, tu sais, Mmh. c'est juste de la découpe, etc. Donc, je délègue une partie de mise à disposition de contenu. Mais au final, pour une vidéo par semaine, ça me prend moins d'une journée par mois en tout, avec recherche des sujets, etc. Donc, on peut aussi faire en sorte de se dire, YouTube reste un canal d'acquisition important. Ce canal d'acquisition important pour qu'il marche, il faut faire de la vraie vidéo exclusive. On ne peut Complètement. pas se permettre de remettre son contenu audio. Et je me dis qu'effectivement, investir 2 jours par semaine, ce serait beaucoup trop pour une activité qui est importante mais qui n'est pas primordiale. Et je peux euh, faire en sorte de publier voilà, une vidéo par semaine en y passant moins d'un jour par mois. Je pense que c'est une chose que tu pourrais faire pour ta chaîne. L'optique dans laquelle je suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que le podcast, ça reste une interview par semaine plus un contenu exclusif le jeudi. Et sur la chaîne YouTube, là, j'ai repris progressivement, petit à petit, et sans forcément me mettre bien en tête, parce que tu vois, et ça c'est intéressant aussi, je pense que là où on a un point des modes de fonctionnement un peu différents, toi et moi, c'est que personnellement, la structure peut être, anxiogène pour moi, tu vois? Si elle est trop Hmm. présente. Donc c'est arriver à garder, un bon équilibre entre liberté et structure. Et donc voilà, donc du coup, c'est
c'est un petit peu dans cette dynamique-là que je suis parti. Et là, pour l'instant, c'est cool, quoi. Là, pour l'instant, c'est cool. Je fais mes vidéos, je prends du temps, mais j'aimerais aussi, tu vois, pouvoir prendre plus de temps sur la qualité du contenu. Ça aussi, Mhm. c'est quelque chose qui me tient plus à cœur aujourd'hui, de diffuser du contenu beaucoup plus qualitatif. Et pour diffuser du contenu beaucoup plus qualitatif, pour moi, il doit être maturé un petit peu plus en amont par rapport à ce que je faisais avant. Et là, je prends que mon référentiel perso, hein. Je ne prends pas le référentiel général. Mhm. Mhm. Non, mais c'est clair. De toute façon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça va de soi. Il faut publier des choses qui apportent de la valeur. Sinon, Ouais, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. complètement, complètement. Super. On va finir l'interview parce que on a pas mal parlé de sujets tout aussi passionnants les uns que des autres et j'aimerais finir l'interview sur une grande question. Tu la connais déjà puisque je sais que tu écoutes le podcast. C'est est-ce que tu peux nous raconter une de tes pires galères et qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, c'est vrai que je savais que la question allait venir et j'ai rien prévu. Euh, C'est d'autant mieux. oui, oui, ça dépend, ça dépend. On parle bien de galère business, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, de galères qui peuvent être un lien avec ton business, c'est plus dans ça, ouais. Ouais, non, tout à fait. Moi, j'ai la chance jusqu'à présent de pas avoir eu de vraies galères. C'est-à-dire, tu vois, j'ai jamais eu un site qui va se couper pendant une semaine où tu peux plus vendre, etc. Donc j'ai toujours eu de la chance. On dit parfois que la chance, ça se provoque, mais moi, il y a vraiment une partie de chance parce que les premières années, je faisais pas attention à la protection de mon site, etc. Et j'ai jamais eu de vraies galères sur ce sujet. La seule, on va dire, galère qui finalement n'en est pas une, mais il faut bien que je te dise quelque chose que j'ai pu avoir, c'est une histoire que tu connais d'ailleurs, d'un de mes développeurs qui a fait une erreur et qui m'a fait perdre un grand nombre d'abonnés donc récurrents sur mon site et Ah qui ouais. m'avait causé du souci parce que tu te dis c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu te réveilles un jour, tu vois que tu as 100 personnes qui payent un abonnement chaque mois qui ont disparu et que tu ne pourras pas récupérer par des soucis techniques. Et c'est la plus grosse galère que j'ai eue en tant qu'entrepreneur. Donc, tu vois, pas grand-chose finalement. Mm. Mais ça montre qu'en fait, pour moi, hein, que souvent le danger, il n'est pas où on peut l'attendre. Tu sais, souvent Mm. on se fait un peu des films et on est anxieux en se disant, mon site il peut tomber, ou alors demain il peut se passer que je ne vends plus rien, que je n'ai plus d'audience, etc. Et par contre, on va pas voir venir le fait que notre développeur il va faire un problème qui va nous causer un problème le jour J en fait. Mm. Donc on en revient un peu à la philosophie. Je sais que tu es un fan de philosophie, de se dire que ça sert à rien de se faire du souci sur des choses qui peuvent arriver, parce que finalement, les choses pour lesquelles on se fait du souci, elles arriveront certainement pas. Ouais. Et si elles n'arrivent pas, eh bien, on se sera fait du souci pour rien. Si elles arrivent, on se sera fait trop de soucis, puisque là, il va être temps de se faire du souci, puisqu'il faut régler le problème. Mais que souvent, ce qui nous tombe dessus, c'est une chose à laquelle on n'aurait jamais pensé, en fait. Ouais. Et je trouve que, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de tirer de cette expérience. Quand ça m'est tombé dessus, tu sais, je suis quelqu'un d'assez critique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Et j'ai beau chercher, il n'y avait rien à faire. On avait fait tout ce qu'on pouvait, ou j'avais fait tout ce que je pouvais pour que cette erreur n'arrive pas. Cette erreur s'est produite. Euh, Elle était inattendue. Bah, il faut travailler dessus et puis arrêter de se faire du souci sur des choses qui éventuellement pourraient arriver. Mm. Très, très, très bonne réflexion. D'ailleurs, je crois que tu aurais une ressource à nous, puisque là, on touche du doigt le stoïcisme. Tu aurais une ressource que tu m'as recommandée que je t'invite à dire à tout le monde. Ouais, ok. Donc le livre Daily Stoic de Ryan Holiday, qui est coécrit avec quelqu'un d'autre dont le nom m'échappe. Mais c'est Mm. un livre où il y a 365 pages, une pour chaque jour. Donc c'est un format que je trouve intéressant. On peut lire une page par jour où il y a une citation d'un grand penseur stoïcien, pardon. Et donc
Mm. essentiellement les trois grands, Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Et de temps en temps, il a d'autres citations, mais c'est majoritairement ces trois auteurs-là. Mm. Et donc, à chaque fois, tu as la citation et ce que lui il pense, ce que les deux auteurs pensent de la citation et comment Ouais. l'appliquer au quotidien. C'est pour ça qu'il Mm. appelle ça daily stoic. Tu as une chose par jour et c'est une philosophie, pour ceux qui connaissent pas, qui est très pratique. Et moi, typiquement, lorsque j'ai eu ce problème, cette galère, qui n'est pas une vraie galère, mais qui reste un problème qui stresse, j'ai beaucoup utilisé tout ça, je me suis beaucoup inspiré de ce livre-là, donc je peux le recommander à tout le monde, effectivement. Et un livre qui va rejoindre ma bibliothèque dès mon retour en France. Grâce à toi. T'as bien raison. T'as bien raison. Super. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, mon site, c'est françaisauthentique.com. Je pense pas que Ouais. j'aiderai beaucoup de monde par, par ce biais-là, puisque tu es suivi par des francophones. Mais mon site, pour ceux que ça intéresse, c'est françaisauthentique.com. On a un formulaire de contact. J'ai un profil LinkedIn, Yohan TechFac, pour ceux qui veulent me contacter. Ça marche. Ben, je mettrai tous les liens en dessous. Et ben, merci pour avoir pris du temps avec nous ici. C'était toujours un plaisir les interviews avec toi. Ben merci, c'était un plaisir pour moi, Nico. J'en doutais pas avant, mais voilà, c'est toujours. Je pense qu'on pourrait continuer la discussion très longtemps, comme Bien. d'habitude. Donc c'est toujours bon signe. Merci de m'avoir invité, Nico. Ouais, et je te remercie doublement aussi parce que je sais que tu acceptes, c'est très rare d'accepter les interviews de ta part, donc c'est vraiment c'est un honneur pour nous et surtout vu des pépites, donc c'est cool. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À très vite, tout le monde. À très Ciao. bientôt. Salut.